Bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'avais enregistré il y a quelque temps un épisode de podcast Les Résilientes avec Laura, une amie et une belle résiliente qui a le blog Madame Shiitake et elle nous avait parlé de son parcours avec l'endométriose et de son burn-out. Malheureusement, il y a eu un petit couac informatique et nous n'avons plus accès à la vidéo, donc je ne peux pas vous publier la vidéo de l'épisode de podcast. En revanche, on a décidé de mettre en ligne le fichier audio et d'introduire le parcours de Laura en audio avec son témoignage post-écoute de l'épisode de podcast. Alors Laura, comment vas-tu et est-ce que tu as apprécié d'écouter ton épisode de podcast? Alors, du coup, il faut savoir que habituellement, je déteste réécouter ma voix, réécouter par exemple des vocaux WhatsApp ou écouter mes propres épisodes de podcast, puisque du coup, je suis podcasteuse aussi avec le podcast Mange, Vie, Aime. Et hier, donc, quand notre épisode d'interview est sorti, donc je me suis dit, bah, comme je savais que la vidéo n'était pas en ligne, on voulait réenregistrer l'épisode, donc je me suis dit, tiens, je vais me remettre dans le bain et m'écouter et écouter notre échange pour qu'on puisse refaire cette interview filmée. Et après coup, tu vois, en m'écoutant, je me suis moi-même étonnée. euh, et j'ai vu à quel point vraiment c'était aligné avec ton titre de podcast, Les Résilientes, parce que je me suis pour le coup sentie résiliente. J'avais l'impression, en m'écoutant, de voir un petit peu le parcours du combattant que j'avais vécu ces dernières années. Et ça m'a fait franchement ressentir des émotions, de voir à quel point effectivement j'étais alignée avec la place et là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense effectivement que c'est important finalement parfois de se réécouter ou de s'écouter. Je conseille même à toutes les personnes que tu interviews dans ton podcast de finalement peut-être s'écouter parce qu'il y a vraiment cette notion de voir un petit peu l'évolution et voir cette notion de résilience. Alors j'ai regardé du coup, c'est un mot qu'on étudie en géographie, puisque je suis géographe à la base, la résilience face au risque, le risque par exemple inondation, tout ça. Donc les populations qui sont résilientes, c'est les populations qui sont résistantes face au choc. Et ça m'a fait sourire de voir à quel point ce mot aussi résistance, vous l'écouterez dans l'épisode, bah, il y a un lien justement avec la résistance dans mon histoire familiale. Et bah, du coup, je suis finalement bah, un peu résistante finalement, malgré moi, bah, alors que j'ai voulu justement dépasser ça et me détacher de mon parcours et du lien familial, le transgénérationnel. J'ai vu tout ce qu'il y avait de transgénérationnel dans mon parcours, le lien avec mon endométriose aussi. Et finalement, je suis malgré tout quand même une résistante et une résiliente. Donc, merci bah, justement de m'avoir permis de prendre conscience de tout ça grâce à notre échange. Merci à toi Laura pour ton beau retour. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir inspirer les autres, mais aussi de pouvoir faire une belle introspection quand on participe à l'enregistrement des podcasts. C'est vrai que de pouvoir échanger sur son parcours et de pouvoir aussi se réécouter, comme tu me dis, ça permet de faire une belle introspection sur soi, des étapes qui ont été menées pour arriver à ce chemin de rémission, de guérison où tu en es aujourd'hui. Donc, en tout cas, bravo à toi pour ce beau parcours, ce beau voyage que tu as fait. Et en tout cas, bah, on souhaite une belle écoute à tous ceux qui écouteront ton parcours. Merci Ouais, à vous. merci. Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons en la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis extrêmement honorée d'accueillir une amie, une véritable guerrière qui a su transformer des défis de santé comme d'un tremplin
pour se réaligner à ses besoins profonds, ses valeurs et ses élans de cœur. Diagnostiquée avec un burn-out puis une endométriose, elle a su faire de ses épreuves de vie une véritable force. Et grâce à ces pathologies, elle nous transmet via son blog Madame Shiitake et tout récemment son podcast Mange, Vie, Aime, son amour pour la nutrition holistique qui lui a permis de mieux vivre avec ses défis de santé. Laura, bienvenue sur Les Résilientes. Merci Caroline, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis honorée d'être présente et interviewée sur ton podcast. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Alors je dis toujours que c'est difficile de se définir, de se donner des étiquettes. Donc on a l'habitude souvent de se présenter via la casquette du métier. Dans ton podcast, j'imagine que beaucoup de personnes vont aussi se présenter via l'étiquette de la maladie. Alors, comment je me définis? Je me présente souvent comme une hypersensible. Je pars beaucoup du côté émotionnel aussi de quel est mon caractère, quel est mon mode de vie. Donc, je suis une hypersensible, je suis multipassionnée, j'aime apprendre de tout. Et si on veut cerner un peu mieux le personnage, j'ai déjà plusieurs casquettes au niveau du métier. Alors, j'ai commencé par un parcours universitaire en géographie. Alors, pourquoi la géographie? C'est parce que je suis une grande passionnée, encore une fois, du voyage. Donc, je me définis comme une slow voyageuse. Je suis passionnée par la découverte, l'exploration et indirectement l'exploration de soi, le voyage en soi. Mais j'aime beaucoup aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement. J'analyse beaucoup la façon de penser, la façon de vivre des différentes cultures. Et donc, ce parcours de géographie m'a naturellement ensuite amené à être professeur d'histoire-géographie. Donc, j'ai eu une carrière, on va dire, en tant que prof d'histoire géo à l'Éducation nationale pendant 5 ans. J'étais prof en lycée, en collège, différents types de publics, du collège rural au collège REP+. Et voilà, du coup, j'ai vraiment eu toujours cette passion du voyage en moi. Donc, j'ai été jusqu'à emmener mes propres élèves en voyage. On a mené avec des collègues des projets. On est allé jusqu'en Grèce. Donc, voilà, j'ai toujours eu cette flamme en moi, cette envie brûlante de découverte et d'exploration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que bon, là, tout va bien à ce moment-là. Mm. Où est l'ombre au niveau du tableau? Alors, l'ombre, justement, je pense que j'ai toujours été motivée. Mon moteur a toujours été ce qui me passionne et ce qui me fait le plus envie. Et je pense que je me suis donné vraiment corps et âme. Ça me fait penser à la nutrition holistique, mais bon, le mot corps et âme à ce métier passion. Voilà, au niveau de mon histoire familiale, j'ai beaucoup de choses à transmettre d'un point de vue historique. Mais j'étais voilà, amenée et appelée par cette passion de la géographie. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un décalage entre tout ce que je donnais, tout le temps et l'énergie que je donnais pour ce métier, pour les élèves, pour les projets que je mettais en place. Et il y avait un décalage avec le retour, on va dire. Alors, on ne fait pas les choses dans le but de recevoir. Moi, je donnais beaucoup, mais quand on reçoit à l'inverse du négatif, ça commence à peser. Et donc, il y avait, voilà, on appelle ça le prof bashing dans le jargon éducation nationale, mais quand on est tapé du doigt en fait constamment, que ce soit par notre hiérarchie, par notre ministère, par la société en général, les parents, le fait qu'on soit par exemple considéré tout le temps comme étant tout le temps en vacances, de prendre un peu du zèle, du temps libre, il y avait un décalage en fait entre la réalité qui était en fait on donne tellement de son temps, de son énergie qu'en fait les vacances sont un moment ultra précieux pour se réénergiser et on est souvent, enfin moi en tout cas j'étais souvent malade pendant les vacances parce que c'était le moment pour moi où la pression retombait, où je pouvais relâcher un petit peu cet investissement et en fait le système immunitaire faisait un peu la dent de scie. Je tiens pendant la période de travail où je donne toute ma motivation, toute mon âme et vient les vacances et là ça redescend et le système immunitaire donne une réponse avec pas mal de bobos, j'ai envie de dire, de maladies. Et vient le jour où finalement il y a
tout qui lâche et mon système intérieur s'est effondré. Donc j'appelle ça donc le burn-out. Je ne savais pas, enfin, j'avais entendu parler du burn-out, donc je pensais que c'était juste un surmenage quand on travaille trop. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, non, le burn-out, c'est un vrai effondrement systémique. Et donc là, il y a le système du corps qui s'effondre, le système psychique qui s'effondre. Et en fait, ben, il y a un jour, un matin où tu peux plus te lever et tu comprends pas pourquoi, alors qu'il y a énormément de choses à faire en fait. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'est né, enfin, l'ombre du tableau est arrivée et a pointé le bout de son nez via ce premier effondrement. Ok. Donc à ce moment-là, tu es arrêtée, j'imagine? Ouais, alors du coup là, on est juste avant la pandémie de Covid. Donc on est tout fin 2019 ou le premier mois de janvier, ouais, en janvier 2020. Et donc j'ai eu 4 mois, je crois, d'arrêt maladie. Et c'est arrivé au moment ensuite où il y a eu la pandémie, où le monde s'arrête. Et j'ai vu ça vraiment comme un signe, entre guillemets, où je me suis dit, bah, en fait, c'est le temps de la pause. Là, tout le monde s'arrête, moi aussi. Mon corps m'a alerté plusieurs fois hein, avec ces fameuses petites maladies ou petites baisses de régime où je sentais que vraiment la machine commençait à s'essouffler. Mais vraiment, tout début 2020, mon corps s'arrête totalement dans le sens où j'ai des graves soucis de santé. Ça commence au niveau digestif pour ma part, avec des hémorragies. Donc j'ai des hémorragies digestives. À un moment donné, j'ai même des hémorragies au niveau du cycle menstruel, où vraiment, enfin, clairement, je me vide de mon sang, j'ai envie de dire. Et je comprends pas. Vraiment, enfin, ça m'a fait peur. Hein, pour le coup, j'ai tout de suite mis un mot sur ce mal en me disant, OK, c'est l'alerte rouge, tout va mal là. Faut s'arrêter. Et quand on voit enfin, je pense que mon corps a choisi le meilleur moyen pour moi, pour me mettre un stop et m'arrêter, c'est la présence de sang. Je pense que ça fait tout. Enfin, j'ai voulu faire, à un moment donné faire des études de médecine et quand j'ai compris que quand je voyais du sang, je tournais un peu de l'œil, je me suis dit non, finalement, la médecine, ce sera pas pour moi. Bah, je pense que mon corps a compris que j'avais un petit peu cette crainte de la vue du sang et quand je voyais ça, je me disais ok, là, ça va vraiment mal, va falloir faire quelque chose et trouver la source du problème. Alors justement, comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as été diagnostiquée assez rapidement? Alors, du coup, au niveau de mon cycle et de mes règles, j'ai toujours eu des règles très, très douloureuses. Vraiment dès mes 12 ans, au moment de mes premières règles, genre, j'avais presque des évanouissements, des vomissements à chaque cycle. Au point que je me souviens, pendant mes années collège, le premier jour de mes règles, j'étais souvent absente parce que vraiment KO et indisponible, on va dire. Enfin, donc à ce moment-là, dans mon inconscient ou dans ma représentation, avoir ces règles, ça fait mal, c'était acté et c'était la norme. Je pensais vraiment que toutes les femmes et toutes les filles, on me disait, mais avoir ces règles, ça fait mal. Donc je me dis, ok, bon, bah, c'est normal, j'ai mal. Et donc ensuite, j'ai rencontré rapidement mon mari, avec qui je suis encore actuellement. Donc, dès mes 14 ans, il me semble, ouais, 14-15 ans, j'ai commencé à prendre une pilule. Et la pilule, je l'ai pris en continu pendant 12 ans. Et donc, ça a complètement atténué mes douleurs de règles. En tout cas, à ce moment-là, je n'avais plus en tête le fait que avoir ses règles, ça fait mal. C'était plus avoir ses règles, c'est contraignant. Et voilà, je le prenais plus comme ça à ce moment-là, pendant toute ma période, on va dire, étudiante, universitaire. Et arrive le moment au début de ma vie de prof où j'ai constaté que j'avais un petit peu des sortes de petits kystes. Enfin, je sentais des choses dans mes seins et ma gynécologue m'a demandé de faire un stop, que ça faisait quand même enfin, ça faisait une bonne dizaine d'années que je prenais la pilule en continu, donc elle m'a demandé de faire un stop. Et là, pendant toute ma période bah, justement, j'ai fait 5 ans à l'éducation nationale, mais bon, pendant 4 ans, j'arrête ma pilule. Et je redécouvre ce que c'est que le cycle féminin, ce que c'est que les douleurs de règles. Et vraiment, plus on avance avec le temps au départ de cet arrêt de la prise de la pilule, et plus je ressens qu'effectivement, ah, finalement, ça fait quand même pas, ça fait mal, les règles, ça fait mal. Mais je m'alerte pas, je me dis, bah, c'est normal, vraiment comme au début de mon adolescence et mon rapport au cycle menstruel. Et arrive donc ce fameux épisode de burn-out avec mon arrêt total de mon corps et plutôt la réactivation
fulgurante de mes cycles. Et là, je commence à comprendre ce que c'est que la notion de cycle hémorragique. Et, mais tout en ayant en plus mon problème de rectorragie. Donc cette fois, c'est les hémorragies digestives, donc via le rectum. Donc en fait, finalement, je commence à rentrer dans une phase où mon corps saigne en continu, que ce soit en période de règles ou en période de digestion. Juste à la fin de la digestion, j'ai vraiment ce souci-là. Mais je n'arrive toujours pas à faire le lien avec le problème est peut-être de source gynécologique. Donc mon premier pas, enfin la première chose que l'on fait avec mon médecin généraliste à ce moment-là, c'est de me diriger vers des gastro-entérologues. Parce que vraiment, ce qui m'inquiète le plus, c'est plus le côté digestif, où là, enfin, c'est complètement anormal d'avoir des hémorragies à ce niveau-là. Mais je m'inquiète pas et je me dis, puisque tout va mal dans mon corps, je dois avoir un peu plus une intensité au niveau de mon cycle qui augmente parce que je suis juste fatiguée, effondrée, et voilà, je prends plus ça comme ça. Et donc, on se dirige sur le côté investigation digestive et tous les gastro-entérologues que je vois pendant cette période, donc sur peut-être 3 mois, j'ai dû faire 3 coloscopies. Enfin, ça a été très lourd. C'était la période en plus du Covid, donc j'étais assez inquiète d'aller dans les hôpitaux à ce moment-là. Mais bon, c'était tellement inquiétant que finalement, on me demandait quand même d'y aller, même si tout le monde désertait les hôpitaux à cette période de pandémie. En fait, on me diagnostique aucune maladie digestive. Donc, je n'ai pas la rectocolite hémorragique, je n'ai pas la maladie de Crohn, je n'ai pas de maladie chronique de l'intestin. En tout cas, au niveau des biopsies, il n'y a aucun souci. Par contre, on me dit, vu votre état, il faut quand même essayer de stopper les hémorragies. Donc, on me prescrit quand même des médicaments très lourds en lien avec la rectocolite hémorragique. Mais ça n'arrête pas les saignements qui sont de plus en plus calés sur mon cycle menstruel. En fait, j'ai en continu mes hémorragies digestives, mais pendant la période de règles, ça s'accentue. Et donc, je me dis, c'est quand même bizarre que à chaque fois que mes règles surviennent, j'ai mon état qui s'empire, en fait. Et donc là, on me demande d'aller quand même voir du côté gynécologique. Et au vu de mes symptômes, on me demande de passer des IRM. Donc j'ai eu une IRM pelvienne, une autre IRM dont je n'ai plus le nom, mais en gros de la zone abdominale, mais pour vraiment aller voir s'il y a quelque chose de ce côté-là. Et c'est là qu'en fait, j'allais dire complètement par hasard, on me diagnostique de l'endométriose profonde. Alors qu'il y a beaucoup de femmes, je sais, qui vont avoir du mal à avoir ce diagnostic posé. On dit qu'en moyenne, c'est 7 ans, il me semble, 7 ou 10 ans. Enfin, en tout cas, que c'est une période assez longue pour être diagnostiqué de l'endométriose. Mais je pense que pour ma part, c'est plus par... Je n'ai tellement pas mis cette option dans mon esprit que j'avais potentiellement de l'endométriose que je ne suis jamais allée sur ce terrain et allée chercher. Donc, j'allais dire peut-être par hasard, je suis tombée sur le bon moment. C'était au niveau de mon cycle la bonne période. L'IRM s'est passé dans de bonnes conditions, qu'on m'a tout de suite trouvé cette fameuse endométriose profonde. Par contre, on n'arrivait pas à me dire si c'était ou pas de l'endométriose digestive parce que tous mes symptômes se portaient sur la sphère digestive. Donc, on reste toujours à ce moment-là sur le point d'interrogation, mais quand j'apprends ce diagnostic, j'ai un peu une sorte de quelque chose sur lequel je peux m'accrocher. Je me dis, ah, en fait, il y a peut-être la source de mes problèmes viendrait de là. Voilà comment la petite histoire du diagnostic de l'endométriose s'est passée dans le contexte. Oui, donc ça a été quand même assez rapide. Le diagnostic a été posé assez rapidement. Et comment toi, tu as réagi à ce moment-là? Parce que, comme tu dis, tu t'y attendais pas à cette endométriose. Alors non, je m'y attendais pas du tout, mais je me dis, je vais avoir un moyen d'agir. En fait, j'étais tellement perdue à ce moment-là. Il y avait aucune option. Enfin, les médicaments pour du côté digestif ne fonctionnaient pas. J'avais aucune piste en fait où je pouvais moi trouver un moyen d'action. Et après, au niveau digestif, enfin, comme j'avais de toute façon des problèmes digestifs, j'avais déjà mis un premier point à surveiller mon alimentation. Et en tout cas, à avoir l'alimentation la plus simple à digérer possible. Donc déjà, au niveau alimentation, j'avais déjà fait un premier pas, c'est-à-dire que je ne mangeais pas, par exemple, de crudités ou d'aliments très durs au niveau des fibres à digérer. Donc j'ai
par le dialogue avec les gastro-entérologues, compris le principe du... Alors, comment est-ce qu'il disait? Je l'ai plus en tête, mais c'était le régime sans résidus. Ouais, voilà, le fameux régime sans résidus qu'on doit appliquer juste avant une coloscopie. On est censé ne pas avoir trop de fibres. Et donc, j'avais remarqué qu'effectivement, ce régime sans résidus apaisait mes douleurs digestives. Et du coup, j'ai un peu plus creusé. J'ai vu que quand on mange beaucoup de crudités, les fibres sont dures à digérer. Donc, je commençais à faire le pas vers la cuisson à la vapeur douce, la cuisson douce, et donc à avoir des légumes, en tout cas ne pas éliminer les légumes de mon alimentation, mais peut-être choisir les légumes les plus faciles à digérer, pas ceux qui fermentent le plus. Et donc là, je voyais quand même des petits points d'amélioration. Ensuite, quand on m'a posé le diagnostic de l'endométriose, c'est là qu'est venu le mot alimentation anti-inflammatoire dans un nouveau mot de vocabulaire. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que ça va aussi être un second point d'amélioration. Et donc, c'est comme ça que je creuse. Et finalement, ma réaction euh, face à il y a beaucoup de femmes, je le sais, hein, qui s'effondrent aussi et qui comprennent pas pourquoi moi. Moi, j'ai plutôt tout de suite dit, bah, pourquoi moi maintenant, mais ça va pas m'impacter plus que ça. Il va falloir que je trouve une solution et que je rebondisse parce que ben, j'ai peut-être ça, mais ça va pas faire partie de ma vie. En tout cas, c'était un choix. Et tu as toujours eu cet état d'esprit? Pas du tout. Je pense que c'est le burn-out vraiment qui m'a fait un électrochoc. J'ai pris le burn-out comme un vrai signe de mon corps pour me dire, bon, bah maintenant, tu as compris jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tes limites, ce serait bien de t'écouter un peu plus et d'écouter les signes et les messages de ton corps. Et là, j'ai vraiment pris le burn-out, et en tout cas ces hémorragies digestives, comme, je l'appelle mon alerte rouge, comme, bon, jusqu'où il va falloir aller pour que tu ne donnes pas toute ta santé pour une cause, pour les autres. C'est vrai que je donnais pour l'éducation nationale toute mon énergie et j'étais alors, entre guillemets, prête à mourir pour, dans le sens où ça, c'est mon parcours et mon histoire familiale qui m'a fait prendre du recul et me dire que effectivement j'étais tout droit sur le chemin qu'avait pris mon arrière-grand-père. Donc pour le coup, c'est vraiment du côté analyse, mémoire transgénérationnelle qu'ensuite j'ai creusé et fait le lien sur bah, ce chemin tout tracé que je prenais qui était de presque mourir à la tâche et mourir au travail. Donc c'est le cas de mon arrière-grand-père qui était un résistant de la Seconde Guerre mondiale et qui est bah, mort pour sa cause. Il a été fusillé, et donc malheureusement à la veille de la libération. Donc lui, il n'a pas eu ce moment de se retourner et de dire bah, je vais me sauver parce que justement, j'ai appris au fur et à mesure de mes enquêtes familiales que justement, il était au courant qu'il allait être dénoncé. Ça y est, ça commence à monter, c'est assez sensible comme histoire, mais en fait, il avait appris que ça allait mal se finir et il a dit à sa femme, je ne peux pas partir parce que si je pars, c'est vous qui partez, enfin, c'est vous qui tomberez. Et donc, il est resté, il s'est laissé prendre en fait. Et je me dis, bah ouais, est-ce que c'est pas ça le message? Est-ce qu'on n'est pas Enfin, alors c'est très honorable, hein, effectivement, mais il aurait peut-être pu partir avec sa famille, par exemple, je ne sais pas. Voilà, mais on n'est pas dans le contexte et dans les conditions, mais voilà, jusqu'où on peut aller pour son engagement. Mmh. Oui, parce que tu étais très attachée à ton métier Ah oui. d'enseignante. Mmh. Ouais, bah, c'était vraiment, bah, je pense, mon métier de cœur, mon métier passion, et j'avais un réel message, hein, en fait, à faire passer. Alors, c'est pour ça que je pense que le burn-out a été d'autant plus dur et difficile, puisqu'il a fallu ensuite faire le deuil pour comprendre quel était mon vrai but, j'allais dire ma vraie mission. Est-ce que c'est réellement de poursuivre un but familial ou est-ce que ce serait pas simplement d'apprendre et de réapprendre à vivre pleinement selon ses propres désirs plutôt que une loyauté. Voilà, c'est plus ça. Donc en fait, le diagnostic a été la porte ouverte vers, ta mission, d'aujourd'hui. Tes élans de cœur là t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es blogueuse et tu partages autour justement de la nutrition holistique, de la nutrition anti-inflammatoire.
Est-ce que ça a été justement une étape dans ta résilience, cette création de Madame Shiitake? Ouais, exactement. Alors à ce moment-là, enfin quand je suis dans cette période de transition, mon burn-out, je me dis pas tout de suite, il faut que je démissionne ou il faut que je reste en arrêt maladie. Je me dis, il faut que je fasse une vraie pause. Mon corps me le demande et pour la première fois, je vais l'écouter. Et donc, je demande une disponibilité en fait de l'éducation nationale. Donc, dans la fonction publique, on a le droit de dire je quitte mon poste sans forcément quitter mon statut, ma fonction, mais je mets une pause. Et donc, à ce moment-là, je demande donc cette fameuse disponibilité et je me dis quelle est ma vraie passion ou quel est aussi ce qui m'anime le plus, c'est le voyage. Et donc, c'est avec mon mari, on décide à ce moment-là de partir en voyage pendant un temps indéterminé pour justement partir à notre découverte. Et donc, c'est pendant ce voyage que naît l'idée de créer le blog Madame Shiitake, à la base vraiment dans un but de partager autour de ma passion qui est la cuisine, la pâtisserie. Pendant mon temps à l'éducation nationale sur j'allais dire mon temps libre. Alors, je n'en avais pas tant que ça, du temps libre, malheureusement, mais sur le temps que je m'accordais, j'ai passé mon CAP en pâtisserie, parce que j'ai toujours voulu, de mémoire de petite fille, voulu être pâtissière. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas partie sur cette voie-là. Je suis partie, comme je t'ai dit, sur la voie de la loyauté et de l'engagement au niveau de l'histoire. Mais donc, pendant les périodes où j'avais vraiment des downs, où j'étais vraiment fatiguée, je me souviens, mon principal adjoint qui un jour m'a dit il va falloir faire un petit peu une pause et vous n'allez pas vous donner tout votre temps à votre métier, même si il comprenait hein, que c'était un vrai investissement, une vraie passion, mais ce serait bien de vous focaliser sur une autre passion. Avez-vous une autre passion? Et je dis oui, oui, j'adore la pâtisserie. Il me dit bah, faites quelque chose en lien avec la pâtisserie, faites-nous des gâteaux. Et donc est né de cette idée, et de cette discussion avec mon principal adjoint, avec qui je m'entendais très bien, l'idée de passer mon CAP pâtissier en fait. Et donc je passe mon CAP pâtisserie, mais complètement dans un but de loisir, pour me dire ça va me changer les idées. Et pendant ce voyage, pendant cette pause, je me dis c'est fou quand même, t'as passé ton CAP pâtisserie en candidat libre. Pourquoi ne pas ouvrir un blog en lien avec la cuisine, puisque autant faire une coupure et passer à un autre sujet, à autre chose. Et donc j'ouvre ce blog et tout vient naturellement. Donc Madame Shiitake, pourquoi? C'est parce que Madame, j'étais toujours dans ma tête Madame, la prof. Mais je n'étais pas que ça, j'étais aussi autre chose. Et donc le shiitake pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un champignon asiatique. C'est le deuxième champignon le plus cultivé au monde, après le champignon de Paris. Et ce champignon, il est donc asiatique, ça la connotation exotique, ça connote aussi le voyage. Et en plus de ça, au niveau nutritionnel, il a des propriétés anti-inflammatoires. Et du coup, je trouvais que ça matchait pas mal avec le parcours et le chemin que j'étais en train d'emprunter, puisque je changeais mon alimentation, vraiment de l'alimentation. Alors, j'ai jamais mangé industriel ou j'ai toujours eu la passion de la cuisine, mais par contre, en ayant passé le CAP pâtissier, j'ai vu tout ce qui pouvait être le plus inflammatoire aussi dans notre belle gastronomie française, c'est à savoir beaucoup de gluten, beaucoup de produits laitiers avec beaucoup de beurre, beaucoup de crème, beaucoup de sucre. Donc en fait, c'est tout ce que j'adorais, hein, parce que j'ai vraiment été jusqu'au bout de la pâtisserie la plus traditionnelle possible. Mais en fait, j'avais vraiment compris que c'est peut-être même en passant ce CAP pâtissier que je me demande si j'ai pas réveillé mon endométriose, puisque c'était juste l'année d'avant mon burn-out. Et donc, j'ai pendant toute cette année-là, mangé, je pense, un entremets par semaine. Enfin bon, voilà, avec mon mari, bon, il y avait quand même les collègues, ils en ont profité, mais pour l'entraînement, sur mon temps libre, j'ai pâtissé, je ne sais pas combien de kilos de sucre j'ai acheté cette année-là, mais il y en a qui sont passés et il y en a forcément qui sont passés par mon système digestif qui, je le constate, n'a pas trop apprécié. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée et pourquoi pas partager autour d'une nouvelle façon de se faire plaisir, parce que pour moi, la passion de manger est là aussi, la passion de manger, de se faire plaisir au niveau gustatif,
Mais j'avais toujours envie de me faire plaisir gustativement, mais de faire plaisir à mon corps et de lui donner le bon carburant, ce qui lui permet de bien fonctionner. Et donc est née cette idée de partager aussi des recettes de pâtisserie sans gluten, sans produits laitiers, plutôt saines, avec moins de sucre, IGBA. En fait, tous les mots dont on entend parler sont passés dans mon nouveau dictionnaire et de nouveaux mots de vocabulaire et dont j'avais envie de partager euh, sur mon blog. Donc là, tu te lances dans cette aventure de blog et j'imagine que là, tu expérimentes bien l'alimentation anti-inflammatoire dans ta vie physique, dans ta vie de tous les jours. Si tu te lances dans ce sujet de l'alimentation, de la nutrition anti-inflammatoire, j'imagine que c'est parce que tu ressens des bénéfices de cette alimentation. Alors oui, du coup, c'est effectivement tout de suite quand j'ai mis un mot que j'ai pris connaissance de cette alimentation anti-inflammatoire, je me suis tout de suite lancée dans l'idée de l'appliquer pour en voir justement les effets et à la fois au niveau digestif. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait aussi un effet sur le côté cycle menstruel et endométriose. C'est vrai que j'avais des douleurs à la fois pendant les règles, mais également au moment de l'ovulation. C'est vrai que j'avais des vraies crampes au niveau du ventre au moment de l'ovulation. Et donc, c'est en pratiquant et en mettant en application tout de suite les principes de l'alimentation anti-inflammatoire que j'ai tout de suite senti les effets au niveau du corps. Donc comment je me suis lancée, c'est que j'ai donc commencé à éliminer les excès au niveau du gluten, les excès au niveau des produits laitiers, même si c'est des aliments que plein de personnes vont tolérer. Dans le cadre des maladies inflammatoires, ce sont quand même des produits qui vont être déclencheur, on va dire, parfois de crises inflammatoires. En tout cas, dans mon cas, c'était le cas. Au niveau du sucre, j'ai complètement réduit ma quantité de consommation du sucre. Alors pendant 2 mois, je crois que je n'en ai pas du tout consommé, à part le sucre des fruits, le sucre présent naturellement dans les aliments. J'ai complètement arrêté tout ce qui était produits frits. Tout ce qui était produits nitrités, j'ai envie de dire, donc tout ce qui est charcuterie ou les produits où il y a beaucoup d'additifs. Je suis partie donc sur l'expérimentation au niveau de la cuisson, donc éviter toute cuisson très excessive et donc plutôt privilégier les cuissons douces. Et au niveau du cru, comme dans mon cas, j'étais vraiment quand même en période de, on va dire, sensibilité digestive très importante, tout ce qui était cru, je privilégiais plutôt les jus de légumes, par exemple, pour profiter quand même des micronutriments qui ne sont pas, on va dire, détruits par une haute température ou par une cuisson, mais en retirant tout ce qui était excès de fibres, donc avec des extracteurs à jus, par exemple. Et donc, je pouvais profiter de toutes les vitamines, de tous les minéraux, des fruits et des légumes que je consommais via les jus de légumes. Donc ça a été mon premier pas, on va dire, mon entrée dans l'alimentation anti-inflammatoire, avec tout de suite des effets nets sur mes douleurs et on va dire, l'apaisement de mon système digestif. Voilà comment je suis rentrée là-dedans. Et du coup, est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as été, justement parce que autodidacte, est-ce que tu as appris toute seule à éliminer ces types d'aliments pro-inflammatoires? Comment tu as fait? Alors, bon, du coup, je sais pas si c'est mon côté très curieux, mais c'est vrai que j'ai épluché les livres, les sites internet. J'ai essayé de consommer le plus possible de contenu et c'est justement en voyant qu'il y avait un vrai manque. Alors, au niveau de la littérature, au niveau des livres, j'en voyais à ce moment-là pas beaucoup. On avait souvent une référence qui ressortait. Mais ensuite, j'ai quand même voulu, au niveau de l'accompagnement, cette fois plus du burn-out et du côté effondrement global et systémique, pendant toute cette partie errance où je n'avais peut-être pas encore, il me semble pas encore diagnostiqué l'endométriose, mais en tout cas où j'étais vraiment dans le flou total, je suis quand même allée voir une naturopathe. Et c'est cette naturopathe qui m'a tout de suite dit que le problème pouvait venir et de l'alimentation, donc pour le côté inflammatoire, elle a pour la première fois aussi prononcé le mot FODMAP. Et donc là, je me suis dit, tiens, ouais, il faudrait que je vois cette histoire de FODMAP, donc qui sont tout ce qui concerne les sucres fermentescibles et donc tout ce
qui va être difficile à digérer. Donc ça peut être les légumineuses parfois si elles sont pas trempées. Donc c'est voilà toute une série de sucres, le lait fructane, le galactane, le fructose, le mannitol, enfin voilà, toute une série de mots nouveaux et où moi je suis très curieuse. Donc on me dit ça, il faut que j'aille chercher et que j'aille explorer ce qui se cache derrière. Et effectivement, en adoptant et en réduisant la quantité de FODMAP dans mon alimentation à ce moment-là, pendant la période, je vais dire, de crise, ça a été une solution de secours, une sorte de boîte à outils où je me disais, bah là, j'arrive à calmer l'incendie. Par contre, en me renseignant, et là, je me suis dit, bah, effectivement, une séance ne suffit pas de naturopathie. Par contre, moi, j'en ai fait qu'une, mais bon, parce que j'ai mon côté très, très curieux qui a été exploré un peu plus, j'ai compris que, par contre, une alimentation sans FODMAP n'était pas durable et que c'était pas du tout un régime à adopter sur la durée, puisque c'est ce qui est dans les FODMAP qui va nourrir notre flore intestinale. Donc, on n'est pas censé les éliminer complètement, puisque sinon, bah, on laisse la place aux mauvaises bactéries prendre bah, le dessus, et donc on rentre ensuite dans ce qui s'appelle une dysbiose, donc un déséquilibre de notre flore intestinale. Et donc, à ce moment-là, donc je fais tout, c'est plutôt un côté autodidacte, en effet, mais c'est par ce côté autodidacte et très curieux que je creuse, et que je me rends compte qu'en fait, bah, je viens de matcher avec une nouvelle passion. Donc, j'ai la passion de la cuisine avec la pâtisserie, j'ai le CAP pâtisserie, j'ai moi-même mon corps qui m'appelle et qui me demande d'investiguer et d'apprendre à le comprendre, à faire connaissance avec moi-même, en fait, à ce moment-là. Le burn-out, pour moi, c'est un vrai premier pas dans la connaissance de soi, que ce soit la connaissance de son corps, de ses limites physiques, mais aussi la connaissance de son soi profond, quelles sont nos vraies envies, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est là qu'est née l'envie d'aller plus loin et de peut-être, pourquoi pas, en faire une reconversion. Et c'est là que je me suis lancée dans me former à la nutrition de manière très poussée et, on va dire, très scientifique. Mais ça a été un chemin de trouver pour moi la meilleure formation qui soit pour me lancer sur cette voie-là. Ouais, c'est un sacré parcours et tu as fait preuve de beaucoup de résilience. En tout cas, c'est vraiment inspirant. Est-ce que tu as arrêté ton traitement en cours de route avec justement les effets de cette alimentation anti-inflammatoire? Alors oui, du coup, avec l'accord de mon médecin généraliste, parce que du coup, je ne conseille jamais d'arrêter un traitement médical, on va dire de manière autodidacte. Mais donc voilà, je suis allée le voir et je lui ai expliqué tout ce que j'avais mis en place au niveau de mon alimentation, le fait que effectivement, on m'avait prescrit un traitement, mais sur le côté digestif. Comme sur le côté digestif, je n'avais aucune maladie chronique ou aucune maladie grave diagnostiquée, il m'a autorisé à arrêter ce traitement-là. Surtout qu'il y avait potentiellement des effets secondaires sur les reins à ce moment-là. Donc, on a ensemble décidé de partir uniquement sur le côté naturel de l'alimentation. Donc, je lui avais parlé de la consultation en naturopathie que j'avais faite et que je commençais à en voir et à mesurer l'impact de l'alimentation sur mon énergie, sur ma santé. Et donc, à ce moment-là, on prévoit quand même plusieurs rendez-vous pour pouvoir suivre tout ça. Et effectivement, l'alimentation a un effet, un effet notable, hein. J'ai vraiment une amélioration au niveau du digestif, une amélioration aussi au niveau des saignements. Et petit à petit, je vois que les hémorragies se réduisent de mois en mois jusqu'à s'arrêter complètement. Et donc là, je pense qu'il y a quand même aussi un lien toujours avec le côté émotionnel et psychique, ou en tout cas mémoire transgénérationnelle, mais le jour où j'ai été mise en disponibilité, où là, pour le coup, j'ai mon rapport à l'éducation nationale qui est mis en vraie pause, là, le jour où je reçois mon arrêté de mise en disponibilité, ce jour-là, je n'ai eu plus aucun saignement. Même si je voyais que ça a graduellement diminué grâce à l'alimentation, l'arrêt net s'est fait au moment de l'arrêter, justement. Ah oui, incroyable. C'est vraiment au moment où tu as décidé de quitter, ce métier d'enseignante que tu adorais, que tu as réussi à sortir de la maladie. Ouais, exactement. Et je pense que c'est quand on fait ce choix, quand on consciemment on décide de partir sur bah, la voie que notre corps et notre âme essayent sur lequel on essaye de nous orienter. Enfin, je pense vraiment que le burn-out à ce moment-là, c'est
attention, tu pars sur le mauvais chemin et donc ça te met un mur, ça te met un stop et c'est face à ce mur que tu commences à regarder où tu en es, le contexte, qui tu es, et que quand tu commences à partir sur le bon chemin, c'est là que les messages n'ont plus besoin d'être aussi forts. Alors que à l'inverse, si on n'écoute pas le message, moi je prends vraiment tous mes petits bobos ou mes petites maladies que j'ai eues pendant cette fameuse carrière à l'éducation nationale. Je pense que c'était des premières alertes de mon corps, de mon corps, de mon corps, jusqu'à ce que l'alerte ne soit pas assez forte pour que je puisse avoir ce fameux déclic et que y ait l'alerte rouge qui se soit mis en route. Et je pense que, en tout cas, moins on écoute son corps, plus l'alerte et plus le message devient violent et fort jusqu'à ce qu'on réalise et qu'on change et qu'on se réoriente sur le bon chemin. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait beaucoup écho avec, ce que j'ai pu vivre avec la spondylarthrite ankylosante. Mm. Donc tu vois, ça montre en fait, ce que tu as vécu et la rémission aussi de l'endométriose. Ça montre aussi qu'on n'est pas qu'un plan physique, mais qu'on est, bien plus que ça et que c'est important de chouchouter, son plan mental, son plan émotionnel, son plan énergétique, pour justement aller mieux et pour se réaligner à qui on est vraiment, à ses besoins profonds. Ouais, c'est exactement là qu'est né pour moi le besoin de mettre un mot sur tout ça, sur tout ce parcours et que j'ai posé le mot de nutrition holistique. Alors la nutrition holistique, comment je la définis? C'est pour moi la façon de se nourrir à tous les niveaux. Donc on a au niveau de son corps des besoins et donc ces besoins, on va y répondre via l'alimentation et j'allais dire, je fais beaucoup de parallèles avec, je sais pas pourquoi, avec une voiture. J'ai l'impression que la vie, c'est un peu comme conduire une voiture et je pense que notre corps c'est en quelque sorte notre véhicule. Et tout le monde sait qu'un véhicule, pour qu'il fonctionne et qu'il roule correctement, il faut l'entretenir, il faut le faire rouler, il faut lui donner le bon carburant. Que si tu lui donnes le mauvais carburant, la machine, elle se coince, elle se grippe et ça fonctionne pas. Il faut lui donner la bonne huile. Donc ça veut dire que moi, je fais le parallèle avec favoriser les oméga 3 plutôt que les oméga 6. Donc voilà, il faut donner le bon gras, il faut aussi l'utiliser. Donc pour ça, il faut utiliser son corps et se mettre en mouvement, être sur une bonne dynamique. Et en même temps, la voiture, elle va pas bien loin si le conducteur, il sait pas où il va. Et donc le conducteur, pour moi, c'est vraiment ce côté, l'âme en fait, et le côté suivre son chemin de vie. Et donc la voiture va aller au bon endroit si on a fait en sorte de penser un petit peu à l'itinéraire et où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on veut y aller. Après, il y a toujours plusieurs chemins pour aller d'un point A à un point B, mais si on sait que le point final, le point d'arrivée, c'est le point B, peu importe le chemin, tant qu'on y arrive. Voilà, c'est comme ça que je vois ça. Et donc la nutrition holistique, pour moi, c'est voilà, prendre soin de soi à tous les niveaux, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, la gestion sur le chemin des obstacles. Parfois, sur son chemin de vie, on rencontre des obstacles et sa capacité à, à surfer en fait sur ces vagues, à surfer sur ces obstacles. Et ensuite, le côté vraiment très spirituel et prendre soin de son âme en nourrissant sa vie d'expériences qu'on a envie de vivre. Merci beaucoup pour cette image qui est très parlante. Ça ouais, ça résonne beaucoup, en tout cas, ça me parle beaucoup. J'espère que ça parlera aussi, aux personnes qui nous écoutent. Mais oui, c'est sûr que c'est important de prendre soin de soi d'une manière globale. On n'est pas qu'une pièce, du puzzle, donc c'est extrêmement important de prendre soin de soi sur, tous les plans pour, apprendre à mieux vivre, en tout cas avec les défis de santé qui sont là. Est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations à partager aux personnes qui nous écoutent? Alors les conseils, oui, j'ai toujours, comme je t'ai dit, au niveau de nutrition holistique, je fonctionne beaucoup par triptyque, donc le corps, le mental et l'âme. Je pense que pour prendre soin de soi à tous les niveaux, il faut prendre soin de soi au niveau de tous nos systèmes. Donc notre système corps, notre système digestif, notre système immunitaire, ça va passer beaucoup par l'alimentation. Donc au niveau corporel, je conseille toujours l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai vraiment maintenant, avec le recul, pris conscience que c'était un peu un mot à la mode pour dire en fait l'alimentation naturelle ou l'alimentation que tous nos ancêtres avaient jusqu'à ce que l'industrie et l'agroalimentaire prennent un peu le dessus pour nous faciliter la vie, mais finalement pas forcément nous faciliter la digestion. Donc, je vais dire alimentation la plus brute possible, alimentation antioxydante, c'est-à-dire riche en antioxydants, les vitamines, les minéraux qui vont venir contrer les radicaux libres qu'on a en excès dans nos vies
parce qu'on est en excès de stress, en excès de pression. Et donc, voilà, au niveau du corps, toujours mon conseil, c'est prenez soin de vous au niveau de votre alimentation. Prenez soin de vous au niveau de votre sommeil. Une voiture, si elle roule, encore une fois la voiture, mais si elle roule sans arrêt, sans jamais faire une pause au niveau du moteur, ça va être compliqué. Le moteur, il va chauffer. Et donc, c'est bien aussi de prendre du temps de repos. Pour ça, il y a le sommeil. On dort de moins en moins en Europe. Donc, normalement, le sommeil minimum, je dirais que c'est 7 heures. Mais selon les personnes, il y a parfois 8 heures ou 9 heures qui sont plutôt conseillées. Il va y avoir aussi de bouger, aller faire du sport, utiliser son corps, se mettre en mouvement, aller au contact de la nature. La nature a pour effet de faire baisser naturellement notre taux de cortisol. Donc voilà, au niveau du stress, il y a plein de choses à faire au niveau corporel. Au niveau du mental, on est traversé, il me semble, par 60 000 pensées par jour. Et parmi ces pensées qui nous traversent, la majorité sont négatives. Donc on est aussi ce qu'on mange, mais on est parfois aussi ce qu'on pense. Et plus on fera attention à être dans la gratitude, à être dans la pensée positive, et plus le positif aussi se manifestera dans nos vies. Et pour ça, il y a une technique qui est la méditation. La méditation va être là et va nous permettre de prendre conscience de ce flot de pensée. Alors, on pense à tort que la méditation, c'est arrêter de penser. Il est impossible pour notre cerveau d'arrêter de penser. Par contre, on peut se mettre en spectateur de nos pensées. Donc, moi, je visualise la méditation comme s'asseoir au bord d'une rivière et voir des bateaux ou des voiliers. Je sais pas, prenez un bateau assez inspirant pour vous le représenter, mais un petit voilier qui passe. Et bien, en fait, ces pensées, il faut les regarder passer et parfois, on va prendre conscience de quelles sont les pensées sur lesquelles on s'accroche et ça s'appelle les pensées un peu obsédantes et prendre conscience de ça, après c'est juste se dire, déculpabiliser et dire ah je veux la laisser partir cette pensée et je me redétache et je me remets sur le bord de la rive et je ne monte pas dans le bateau de la pensée. Donc ça, c'est pour la méditation. Et pour le côté, on va dire, spirituel, l'âme, alors moi, j'ai un petit, on va dire pas rituel, mais en tout cas, j'essaye de vraiment rentrer de plus en plus en contact avec mon moi intérieur. Et pour ça, j'utilise la technique de l'écriture. Et donc, j'appelle ça, enfin, c'est pas que j'appelle ça, mais c'est ce qui s'appelle l'écriture intuitive. Et donc, pour ça, c'est laisser aller justement ses pensées, poser des questions. Parfois, on a des questions très profonde qui nous travaille et parfois la réponse, on dit souvent qu'elle est en nous et pour aller l'appeler et chercher cette réponse, je cherche par l'écriture et je laisse venir ce qui me vient et donc l'écriture intuitive m'aide beaucoup. Donc voilà pour mes conseils, on va dire sur tous les plans, sur tous les niveaux, mes principaux points d'action. Merci pour tout ça, c'est très précieux. Comment on peut te contacter? Alors oui, du coup, sur mon blog, madameshitake.com, où on retrouve depuis... j'ai alimenté le blog avec pas mal d'articles. Donc, il y a des articles sur la catégorie bien dans son assiette, plutôt la nutrition, bien dans sa tête, le côté vraiment nutrition holistique pour le coup. Et donc, il y a une section contact où on peut vraiment m'envoyer un mail facilement. Sinon, on peut me retrouver également donc, sur Instagram, Madame Shitake. Et dernièrement, là, récemment, j'ai écrit un podcast. Le podcast Mange, Vie, Aime et Vie, V-I-E, donc non conjugué, puisque c'est le podcast où je remets la vie au centre. Et donc là également, il y a du contenu que vous pouvez retrouver facilement en ligne et me contacter via mon mail contact@madameshitake.com. Un grand merci Laura pour tout ton partage et tes précieux conseils. J'étais très heureuse de t'avoir avec moi pour cet épisode. C'était un plaisir de partager sur mon parcours finalement assez intime, mais voilà, c'était un plaisir de partager sur tous ces sujets avec toi, Caroline. Merci Laura. Merci. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune.
prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.